Oui, je vais en profiter pour répondre à ça et puis à d'autres questions aussi, notamment à la question soulevée par rapport au mouvement à ces mouvements populaires que l'on constate en Algérie et au Soudan. Bon, il y a la question de la direction politique de ces mouvements, c'est une question essentielle, mais il y a en même temps de grandes inquiétudes quand on voit un peu toutes ces tentatives de manipulation de ces mouvements populaires. Et le cas algérien, nous pose problème beaucoup au Mali, parce que si ça se passait mal en Algérie, ce serait le chaos total au Mali. Donc il y a ces inquiétudes-là. Tu peux préciser peut-être ce point pour tout le monde? Oui. Pourquoi la relation de cause à effet? Oui, parce que nous avons à peu près 1400 km de frontières avec l'Algérie. Et que l'Algérie, c'est essentiel, en tout cas pour la sécurité au Mali. C'est d'ailleurs la plaie du G5. Le G5, c'est ce groupe-là qui a été créé à l'initiative de la France, composé du Mali, de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Niger, je pense que j'ai cité tout le monde, et du Tchad, à l'exclusion de l'Algérie. Comment peut-on résoudre et sécuriser les Sahel sans l'Algérie? Donc, grande question. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Il n'y aura pas de paix au Mali si on n'arrive pas à impliquer l'Algérie d'une manière ou d'une autre. Et si ça se passe mal en Algérie, donc ça veut dire que c'est un verrou qui va sauter. Et puis on risque d'être complètement submergé. Donc il y a ces inquiétudes-là. L'Algérie est un pays stratégique dans la sous-région. C'est la plus forte armée. C'est un pays où le sentiment nationaliste, en tout cas jusqu'ici, était assez fort, mais on peut se poser la question aujourd'hui, qu'est devenu ce sentiment nationaliste avec la jeunesse actuelle qui est plus préoccupée de vivre et de profiter des bienfaits de la croissance. Donc il y a un changement générationnel. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent et qui rendent difficile la lecture des événements tels que ça se passe en Algérie. Bien sûr, il y a ce monstre religieux-là que l'Algérie avait réussi à étouffer. Est-ce qu'à l'occasion, ça ne va pas renaître? Donc, il y a des tas de questions. Parce que les grandes puissances, comme les États-Unis, on sait aujourd'hui que le Front islamique du salut, était principalement financé par la CIA. Donc, il y a plein d'enjeux autour de ces mouvements, y compris le cas aussi du Soudan. C'est pourquoi je dis qu'il y a des inquiétudes. Et quand on voit même comment, même le cas du Soudan, le balai citoyen et autres, c'était financé par Soros. Et c'est ce qui explique pourquoi ces mouvements de jeunes, et aussi le cas du Sénégal, hein, pourquoi ces mouvements des jeunes à un moment finissent par se fourvoyer. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont en train donc d'essayer de prendre le contrôle de ces mouvements et de les téléguider dans un sens. En ce qui concerne Africom, ils avaient demandé au temps de ATT d'installer Africom au Mali. Mais ATT n'a pas voulu, en raison de la pression populaire. Et finalement, ils sont allés installer, je crois, au Maroc. Mais déjà, au temps de ATT, il y avait des forces spéciales américaines à Gao. Pas dans la ville même, mais un peu au nord de Gao. Et au Burkina Faso. Aujourd'hui, ils ne sont plus au Mali, mais c'est eux ils sont principalement, ils ont deux bases au Niger. De toute façon, il y a toutes les armées européennes dans la zone. Il y a bien sûr la France, il y a l'Allemagne. L'Allemagne, c'est surtout dans les transports et dans les informations. Il y a les Espagnols ont une base, les Italiens ont une base. Ici, ils sont tous. Pour des raisons diverses. Peut-être que l'Allemagne ou peut-être l'Italie, bien que l'Italie soit intéressée par le pétrole, se préoccupe aussi des questions d'immigration.
Ils veulent en même temps que ces pays-là deviennent des pays frontières qui vont bloquer le flux de migration vers l'Europe. Donc, et on sait aujourd'hui que les avions français qui volent dans la zone sont ravitaillés. Le ravitaillement en l'air se fait par l'US Air Force. Ce sont les Américains qui ravitaillent les appareils français. Et souvent, leur fournit aussi les munitions, notamment les bombes qui sont lâchées. Et sans peut-être les Américains, l'armée française n'aurait pas les résultats. De toutes les façons, aujourd'hui, elle est complètement dépassée par rapport dans la zone. Elle ne peut rien faire donc sans les États-Unis. Il y a une question aussi qui a été au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine avait comme projet de faire en sorte, je ne me rappelle plus de la date butoir qu'ils avaient arrêtée, pour qu'il n'y ait plus de troupes étrangères en Afrique. Aujourd'hui, selon les évaluations, on a à peu près 100 000 militaires étrangers en Afrique. 100 000. 100 000. 100 000 militaires étrangers en Afrique. Ça veut dire toutes les convoitises qu'il y a derrière. Et puis on estime, en ce qui concerne la France, il y a au minimum 10 000 militaires français en Afrique. Donc, il y a comment faire donc, pour remplacer cela. Mais sur l'OIA, moi, je ne compte pas personnellement, à partir du moment où l'OIA est financée à près de 80%. Bon, Kagame avait la prétention de faire baisser ça. Le budget de l'OIA est financé principalement par l'Union africaine. L'Union européenne plutôt. Et puis, pire que ça, dans le projet de création d'une monnaie africaine, on est allé jusqu'à confier l'étude de faisabilité de la monnaie africaine à la Banque de l'Europe. Comment peut-on? Où est-ce qu'on va avec ça? Et même ce projet de monnaie de la CEDEAO aussi, il y a problème. Parce que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et notamment le Niger s'accrochent au partenariat avec la France, comme dans le cadre du CFA. Donc on changera le nom, mais ça restera un CFA élargi à d'autres pays. C'est simplement ça. Mais des pays comme le Nigeria et le Ghana ne veulent pas d'un lien quelconque avec la France. C'est le débat actuel. C'est ce qui nous a amené aussi à lancer ce processus d'états généraux du franc CFA dernièrement à Bamako, il y a à peu près un mois, où on veut créer une dynamique citoyenne pour faire pression sur nos chefs d'État pour les amener à rompre ce cordon ombilical-là avec la France. La situation est en train d'évoluer dans la mesure où même des gens comme Déby, qui sont des agents de la France, arrivent quelquefois à hausser le ton et demander de revoir cette articulation entre le franc CFA et l'État français. Donc il y a ces questions-là. En ce qui concerne la question de Sanogo, c'est une question assez complexe. Parce qu'effectivement, quand ATT a chuté, il y a eu un mouvement populaire. Vraiment qui était formidable. Et c'est ce qui explique en réalité l'intervention française. Il y a eu un câble diplomatique de l'ambassadeur de France à Bamako à l'époque qui a dit si vous n'intervenez pas immédiatement, le pouvoir à Bamako allait tomber, il allait y avoir la révolution. Parce qu'il y avait une mobilisation, vraiment, on en avait ras-le-bol de ce que faisait ATT. Et il y avait une dynamique populaire qui pouvait avoir des évolutions fulgurantes. Et la raison essentielle de l'intervention française, ce n'était pas de stopper une prétendue colonne djihadiste qui dénonçait vers Bamako, mais pour tout d'annihiler ce mouvement populaire qui pouvait amener des changements importants de régime donc à Bamako. Et Sanogo, dans tout ça, a surfé sur ça. Mais je pense que Sanogo, il faudrait analyser Sanogo comme étant le produit d'un système. Moi-même, j'avais douté dès le départ parce que Sanogo, c'est quelqu'un qui a été formé aux États-Unis. Quand j'ai vu que c'était Sanogo, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il n'est pas manipulé par les Américains. C'est une question qui se pose parce que généralement,
quand des militaires africains sont formés, ils prennent tout le temps de les étudier et souvent de les recruter et d'en faire des leviers futurs. Et dans le cas de Sanogo, la situation était un peu compliquée dans la mesure où je commençais à me poser des questions quand les États-Unis se sont braqués contre Sanogo. Je me suis dit, ils doivent connaître suffisamment les gens. Mais quand on voit un peu le processus de coup d'État qui a renversé ATT, c'est une mutinerie, c'est parti d'une mutinerie militaire. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une mutinerie. Et à la suite d'échanges entre des militaires qu'on a voulu envoyer au front et qui ont demandé des armes et des munitions, on leur a dit non, allez-y, les armes et les munitions vont vous trouver là-bas. Les militaires ont dit pas question, on part avec nos dotations complètes. Et ATT à l'époque, elle leur a envoyé un général qui a discuté avec eux. La discussion s'est mal passée. Ce général s'est un peu paniqué et son aide de camp a tiré, a sorti son pistolet et il a tiré. Et ça a été la débandade. Donc les militaires ont dit, si c'est comme ça, on va voir régler ça avec ATT lui-même. Ils sont allés dans le camp, ils ont cassé l'armurerie, ils ont pris les armes et ils ont marché sur Koulouba. Les défenses de Koulouba se sont effondrées rapidement. Et ATT a escaladé les murs du palais. Et puis en réalité, on sait aujourd'hui qu'il a été planqué à Bamako dans un premier temps par les Américains. Donc, et le fameux Sanogo était dans un bar en train de boire tranquillement. Il était d'ailleurs en punition parce qu'il était indiscipliné. Il était en punition, il était en train de boire. C'est là qu'ils se sont allés. Parce que c'est le plus gradé de ceux qui étaient dans le mouvement, c'était un adjudant. L'adjudant Diarra. Ils se sont regardés et dit, mais il n'y a pas d'officier parmi nous. Ils ont dit, mais qui on va mettre au devant du mouvement? C'est quelqu'un a dit, pourquoi pas Sanogo? Ils sont allés le chercher, ils l'ont mis à la tête du mouvement. Et donc, c'est pour vous dire comment c'était un mouvement spontané, pas mûri, pas réfléchi, pas articulé. Donc, c'est un mouvement qui, très rapidement, est allé dans tous les sens. Et qui, au lieu de comprendre qu'il avait intérêt plutôt à aller vers les forces populaires, s'est mis à courtiser d'autres. Et il a été manipulé finalement à fond par Blaise Compaoré. J'en sais quelque chose puisque personnellement j'ai participé à aux négociations qui se passaient sous l'égide de Blaise Compaoré. J'ai réussi à me glisser parmi les délégués maliens. Et Blaise Compaoré leur disait ceci, mais mettez la CEDEAO devant les faits accomplis. Il leur a distribué, on sait qu'il leur a distribué beaucoup d'argent. Et donc finalement, ça a donné la possibilité, notamment aux Français, de revenir à la charge et de taper un peu sur la table, sur les doigts de Blaise Compaoré. Et on a mis en place un dispositif pour essayer de neutraliser Sanogo et il est tombé dans le piège. Donc il a lâché le mouvement populaire et ce mouvement populaire s'est effrité aussi au fil du temps parce que c'est un mouvement populaire qui était, à mon avis, un fourre-tout. Il y avait des forces progressistes, mais aussi il y avait des religieux, il y avait un peu tout le monde, tout ce qui était mécontent du régime donc de ATT. Donc finalement, ce mouvement n'a pas abouti. Il y a eu un retour de manivelle. C'est ce qui fait aujourd'hui que ce processus a été complètement... Et l'affaire de Sanogo s'est terminée dans un règlement de compte entre secteurs de l'armée, notamment ce qu'on a, les bérets rouges qui étaient la garde prétorienne de ATT et le reste de l'armée, parce que les bérets rouges étaient la partie choyée de l'armée. Et les autres, c'était des pauvres diables qui n'avaient rien du tout. Donc il y a eu des affrontements sanglants, des massacres, aussi entre bérets rouges et bérets verts. Et on a profité, d'ailleurs ce sont les Français qui ont arrêté Sanogo. On dit, ce n'est pas l'armée malienne qui allait arrêter Sanogo, ce sont
C'est un détachement militaire français qui allait neutraliser Sanogo. On l'a mis en prison depuis. Donc voilà, même c'est une expérience. Donc une expérience avortée, quelqu'un qui a beaucoup dessus. Ce n'est pas surprenant parce que Sanogo n'était pas structuré politiquement pour opérer le changement. Moi, j'avoue que je suis inquiet par rapport à l'Algérie. Quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs, regardez le cas de la Tunisie au départ. C'était une belle initiative. Oui, on a chassé Ben Ali, mais ce sont les gens de... Hein? C'est dur, les Tunisiens ne tiennent pas. Bien sûr, ils tiennent encore, mais dans un premier temps, ce sont les gens de Ben Ali qui sont venus au pouvoir. Bon, ce n'est pas une histoire terminée, c'est pour dire que il y a beaucoup de questions qui se posent. Et donc, il y a une vigilance aussi qu'il faut voir et ne pas s'enthousiasmer comme ça. Parce que ceux qui essaient de contrôler ces mouvements-là ne dorment pas. Hein. Ils ont des moyens colossaux. En ce qui concerne les djihadistes, c'est un peu comme au Mali. Le succès de Amadou Koufa, c'est quoi? Donc, il y a les brimades des populations par l'État malien, par l'armée malienne, par la justice. Et quand il intervient, il est allé, parfois, ils ont pris en otage des magistrats qui rackettaient les populations. Ils ont exigé que ces magistrats et ces élus locaux remboursent aux populations les sommes qu'ils avaient prélevées. Et donc ici, ça donne le sentiment aux gens que c'est eux qui règlent les problèmes de justice, qui combattent l'injustice. L'État malien est un État injuste. Donc, d'autres problèmes du genre. Donc, ils sont petit à petit substitués à l'État. C'est pourquoi ils ont eu cette popularité-là au départ, au niveau des organes d'État. À Bamako même, je vous avais expliqué dans le temps que les œuvres sociales, les religieux, pourquoi ils sont montés? Parce qu'ils avaient des œuvres sociales à Bamako. Et dans les villages, quand on va dans les villages, ils construisent une mosquée, ils construisent centre de santé, adduction d'eau. Donc, ils règlent certains problèmes de population que l'État ne règle pas. Donc, c'est ça leur porte d'entrée. Et en même temps, il y a un lavage de cerveau qui s'opère. Et ça fait près de 40 ans qu'ils le font. Ça veut dire, c'est pourquoi j'ai dit, ils ont une stratégie de conquête du pouvoir à long terme. Ils savent où ils vont et ils y mettent les moyens. Et c'est pourquoi ils deviennent de plus en plus une alternative par rapport à la déliquescence de l'État dans nos régions et aux injustices flagrantes que l'on constate. Mais en même temps, il faut se méfier. Je dis qu'il est important que ceux qui sont conscients de ces risques-là fassent un travail aussi politique, notamment au niveau des consciences, notamment de la jeunesse, pour que vraiment il y ait cette vigilance populaire-là et sous prétexte de se débarrasser des régimes dictatoriaux, qu'on ne tombe aussi dans l'engrenage d'autres régimes obscurantistes. Les Algériens, ils ont été un peu vaccinés quand même. Pardon? Les Algériens, ils ont été un peu touchés par ce qui s'est passé dans les années 50 là. Oui, ça a été. Contre le danger. Ça a été des périodes assez dures. Hein. Ça a été des périodes assez dures. Mais je pense que, en tout cas, moi, je reste un observateur assez vigilant. Je n'applaudis pas tout de suite chaque fois que les gens se mettent en mouvement. J'essaie de faire une lecture politique. Où est-ce qu'on va? Dans quelle direction on va? Qu'est-ce qui se cache derrière? Je pense que c'est fondamental dans une lutte. Quand il n'y a pas une bonne direction politique, on peut se faire voir, on peut se faire avoir. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'expériences. Même les expériences du processus démocratique malien, comment ça a été récupéré et recyclé, comment ça a été retourné. Le bulletin de vote a été utilisé, retourné contre les populations.
Parce que ceux qui sont aujourd'hui au devant de la scène, ils se disent, ils sont élus, c'est des élus. Mais quel genre d'élus? Même chez vous, ici en France, vous savez à quoi servent finalement, ont servi certains bulletins de vote. Hein. Aujourd'hui, grâce aux bulletins de vote, c'est l'extrême droite qui a le vent en poupe. En Europe, en tout cas, aujourd'hui. Donc, il y a une vigilance politique et idéologique qu'il faut avoir. Oui, mais on peut ne pas être dupe des dangers et quand même, dans un premier temps, au moins... Oui, avoir de la sympathie. Un peuple se soulève, c'est la sympathie au Soudan, un peuple se soulève. Alors effectivement, ça peut déboucher sur la pire des choses aussi, mais c'est là tout l'enjeu, sinon on ne bouge pas. Hein. Bien sûr. Je pense que dans le peuple, il y a une certaine lucidité, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dites, comme ce que vous avez dit, que j'ai entendu quand j'étais au Mali entre 2005 et 2012. Il y avait déjà des gens qui parlaient en ces termes, par exemple du rôle des forces étrangères. À l'époque, c'était Sarkozy et comment il s'appelait le président américain Bush qui magouillait déjà là pour et peut-être bien ce que disaient les Mali, ils manipulent, alors Kadhafi l'avait fait aussi antérieurement, ils manipulent les Touaregs pour pouvoir avoir une raison d'installer des forces pour maintenir l'ordre. Et en fait, ils sont intéressés par les richesses qui peuvent se trouver dans le sous-sol. Ça, je l'ai entendu déjà dans ces années-là. Bon, mais après, même si on a un peu de clairvoyance, il faut constituer une force à opposer aux forces terribles que représente, comme vous l'avez dit, moi je le pensais aussi, une sorte de collusion objective entre l'impérialisme occidental et puis l'impérialisme oriental, Qatar, arabo-salafiste. Mais alors, l'internationale démocratique que vous évoquiez, c'est pas qui l'appelle comme ça, mais que vous évoquiez, elle va prendre combien d'années à se construire contre ces ordres-là? C'est la question que je vous pose. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais voilà, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mais comment constituer une force pour résister en dehors de la solution strictement militaire? Où là, vous avez annoncé des chiffres qui nous disent plutôt, c'est plié, hein, des milliers d'un côté, des centaines de l'autre. Voilà. Ouais. C'est ça. Attends, il y a une autre question pour madame. Attends. Oui, moi, je n'ai pas demandé la parole. Non, il n'y a aucun souci. Moi, je voulais vous poser une question. Moi, je suis militante associative, pas politique. Je fais de la politique, évidemment, en étant dans une association, c'est évident. Je fais partie du CCFD Terre Solidaire, qui est un comité catholique contre la faim et pour le développement, et nous avons des partenaires au Mali. Moi, je voulais dire que le tissu associatif malien, donc la société civile, est une richesse. Et je voulais savoir s'il y avait vraiment un lien entre les politiques maliens, démocrates, j'en connais, que vous connaissez d'ailleurs, je vais dire après, entre ces gens-là et la société civile, c'est-à-dire des membres d'associations, des responsables d'associations, on les a reçus nous en France, qui travaillent dans l'agroécologie, qui travaillent aussi dans tout ce qui est tissu démocratique. Et je pense que là, est-ce qu'il y a des liens entre ces associations et des gens comme vous? Ou est-ce qu'il faut vous donner des noms et que vous rentriez en lien de manière à ce qu'il y ait ce qu'on appelle, nous on fait du plaidoyer, c'est-à-dire qu'on essaie de faire bouger les lois dans le sens du bien commun. C'est pas le lobbying, hein, où c'est dans le sens des intérêts particuliers. Donc, et il y a un plaidoyer en particulier sur l'évasion fiscale, sur l'Afrique. Ça existe, il y a un réseau. Donc, en effet, moi je suis d'accord avec madame, si on n'est pas tous ensemble pour essayer de répondre au libéralisme, moi je l'ai vu au Mexique, le libéralisme c'est une catastrophe, c'est la violence partout. Donc je voulais vous demander s'il y avait
un lien entre les hommes politiques comme vous, les gens qui font de la politique et la société civile, les associations. Bien sûr, c'est pourquoi d'ailleurs on a créé le Forum civique, qui est un segment qui est une association. Bon, je voulais dire surtout, quand on prend le cas du Mali, aujourd'hui, par rapport toujours à ces mouvements de masse, ce sont les religieux, Mahmoud Dicko, qui fait sortir massivement les gens aujourd'hui. Évidemment, on dénonce des choses justes, mais c'est lui qui a le leadership. Est-ce que c'est parce que... Moi, j'ai connu des jeunes, quand il a fait son meeting dans le stade, qui sont allés, pour être présents à son meeting du lendemain, qui sont allés passer la nuit au stade. Mais je sais en même temps que ce sont des jeunes qui ne fréquentent pas les mosquées, hein. Mais parce que c'est des jeunes ulcérés par les impasses politiques, économiques, sociales et autres. C'est des révoltés. Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui arrivent à mobiliser parce que les partis politiques traditionnels ne répondent plus aux besoins des gens en raison de leur comportement, des compromissions, des tas d'autres choses, comme certains segments de la société civile officielle est discréditée au Mali. Et donc c'est pourquoi ce monsieur-là, Mahmoud Dicko, a facilement l'oreille des jeunes. Comment canaliser? Donc c'est un défi politique. Et c'est pourquoi je dis, il est important que nous cherchions à construire d'autres alternatives autres que ces orientations religieuses. Je ne suis pas sur le terrain en Algérie, je me pose de l'extérieur comme ça, quand les jeunes, les populations bougent et contestent un pouvoir comme ça, je dis, c'est magnifique. Mais en même temps, je pense qu'il faut avoir une lecture fine de la réalité pour ne pas se faire piéger dans le futur. Mais comment faire en sorte aussi pour que les forces saines dans ce mouvement-là puissent triompher et prendre le dessus? Ce n'est pas une bataille gagnée d'avance, hein? Donc c'est quelque chose à construire. Au Mali, nous sommes dans la même situation. Donc c'est une autre alternative que nous nous efforçons de construire en dehors donc, des projets islamistes. Parce que je disais tantôt, Mahmoud Dicko, bon, il dénonce l'impérialisme français. Et souvent, moi, je signale aux gens, mais Mahmoud Dicko, c'est le porte-drapeau aussi d'un autre impérialisme. Parce que même ne serait-ce que les salutations. Maintenant, moi, j'ai des débats avec des gens qui disent, ils nous disent, salam alaikum, salam alaikum. Tu discutes avec certains, ils me disent, mais salam alaikum, c'est un salut islamiste. Je dis, vous racontez des histoires, c'est simplement de l'arabe. Pourquoi voulez-vous, diable, que moi je vous réponde en arabe, qu'une langue que je ne comprends pas? Je préfère répondre en langue nationale. Je dis, il y a des belles salutations dans nos langues. Pourquoi voulez-vous nous transformer en arabe? Donc, il y a un impérialisme arabo-salafiste qui ne dit pas son nom avec financement à la clé. Bien sûr, bien sûr. Et ça aussi, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer pour qu'il n'ait pas le monopole de la dénonciation du système actuel. Est-ce que la faute n'est pas au gouvernement parce qu'on est allé les chercher pour... La faute n'est pas... La résolution des problèmes. Bien sûr. On va les chercher. Bien sûr. Et on leur donne bien sûr. La priorité sur les institutions même de l'État. Bien sûr. Alors, ils ne viennent pas dire après qu'on est étonné. Mais non, ouais. Mahmoud Dicko, il fait un jeu parce qu'on l'a mis là. Bien sûr. Il n'y a pas de lui, il y a... Oui. Absolument. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est religieux, on est allé les chercher. C'est pas... pour résoudre un problème. Quand il y a les institutions même de l'État qui sont là pour ça. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de commission. Il faudrait au préalable faire une commission. Déjà, si on n'a pas abouti, on peut bien sûr, étant donné les traditions du pays, on peut passer par ces moyens-là. Mais en aucun cas, on ne doit inférioriser les institutions de l'État par rapport à les recherches de quelques autres que ce soit. Bien sûr. Surtout religieux. Bien sûr. Bien sûr. On est croyant ou on n'est pas. Bien sûr. Bien sûr.
Mais le fait d'être croyant, si on veut passer par ce canal-là, il ne faudrait pas être étonné qu'au Mali, il y a combien de pourcents de Maliens qui se disent musulmans, même s'ils ne pratiquent pas, il y a plus de 90%. Quand on regarde les écrits, parfois, ça monte même à 95%. Je ne sais pas quelle est effectivement les statistiques, mais ce qui est certain, je pense qu'il faut pointer du doigt le phénomène. Est-ce qu'on va prendre à bras le corps le problème pour dire que ce sont les institutions de l'État qui sont les plus habilitées, bien entendu, à faire ce combat-là? Et moi, je suis un peu sceptique quand, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut aller à la base, mais pour organiser un pays, aller à la base, ce n'est pas facile. Ceux qui sont les plus aptes, bien sûr, c'est les mouvements politiques qui sont, bien entendu, les plus aptes à aller chercher, à faire, bien entendu, ce travail-là. Oui, mais à condition que les mouvements politiques, soient aussi... Je ne jette pas le discrédit sur les mouvements populaires, non. Mais sans organisation minimum, on ne peut absolument rien. Le chaos serait d'un autre ordre. Voilà. C'est ça la question de l'organisation. Mais moi, je dis, ça ne viendra pas forcément des partis politiques. Parce que le problème de l'émergence des religieux, c'est dû à ATT, parce que lui, il n'avait pas de parti politique. Donc, il a essayé de casser et d'affaiblir les partis politiques. Et il s'est appuyé sur les religieux. C'est comme ça que les religieux sont entrés dans le jeu politique. Il en a fait son bras armé pour se donner une assise populaire. Mais les gens, ils ne sont pas bêtes. Ils ont fini par comprendre qu'en réalité, il y avait un désert politique et ils ont rempli le vide. Maintenant, le drame est que ce sont les politiques qui se mettent maintenant à courtiser les religieux. Et la chaîne est renversée. La chaîne est renversée. Mais le discrédit des politiques est tel qu'aujourd'hui que si on ne fait pas attention, c'est eux la seule alternative. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je suis d'accord avec vous. Quand je parle justement d'une alternative populaire, à condition d'arriver à l'organiser. Donc la question de l'organisation est essentielle. Et comme le camarade le disait, donc la question de l'orientation, l'organisation pose la question de l'orientation politique à donner donc à cela. Donc c'est ça, avec ce même prisme-là, que j'essaie d'analyser un peu ce qui se passe en Algérie et au Soudan. Est-ce qu'il y a une organisation derrière avec quelle orientation politique? Bon, mais les mouvements populaires sont à encourager parce que c'est ça l'avenir. Chaque fois que les peuples se mettent en branle et essaient de changer la donne, c'est intéressant. C'est comme vous, ici, quand vous analysez le mouvement des Gilets jaunes, on ne peut pas rejeter tout d'un bloc. Mais en même temps, il faut voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc, c'est des questions importantes qu'on ne peut pas trancher d'un coup. C'est bien, c'est mauvais, etc. comme ça. Je pense qu'il y a un travail politique à faire. En tout cas, il y a un constat qu'on fait, c'est qu'il y a un diagnostic qui est posé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est des éléments à suivre, à analyser avec beaucoup d'attention.
comment laisser la nature avoir du vide. Et dès lors que les politiques et ainsi que la société civile n'ont pas rempli leur rôle de veille ou en tout cas d'alerte, c'est les religieux qui ont occupé le terrain et ce n'est jamais très bon diminution du religieux dans le champ politique. Et là, le Mali, maintenant les religions ne peuvent plus rien contre eux parce que simplement ils ont été les chercher pour avoir des voix pour passer, que ce soit la TT ou l'IBK, et maintenant ces gens ont pris tellement de pouvoir qu'ils mobilisent, c'est les partis politiques qui suivent vraiment ces grave dans un pays qui est quand même un pays, quoi qu'on dise laïque, et c'est les religieux qui prennent le dessus. Et là, on voit les politiques, la société civile, ils ont l'impression de s'accommoder de ça, c'est une deuxième point qui est très grave. Le troisième problème, c'est quoi? Vous avez parlé des pays qui, à tout cas, qui sont pas très coopérants avec le Mali, la Mauritanie et puis le Burkina. De Blaise, oui. Moi, je me souviens dans un article que vous avez écrit contre la démocratie ou l'inverse, mais vous semblez être surtout pour l'Algérie, vous pensez que l'Algérie, le problème, c'est l'Algérie, il faut même une union monétaire, une union stratégique avec l'Algérie, mais je me dis, mais c'est pas possible. L'Algérie, qui est à la base de tous les accords qui ont été signés en Algérie, mais c'est l'Algérie qui est à la base du problème au Mali aussi, c'est la base arrière des djihadistes, mais c'est ça, Agali et tout ça. L'Algérie, elle fait quoi? Elle a été à la base de tous les accords qu'on a signés au Mali, mais aucun des accords n'a pu être appliqué, et puis on est toujours allé vers l'Algérie à chercher des solutions. C'est pas possible, l'Algérie ne peut pas être la solution comme vous l'avez dit, je ne crois pas. Même si elle va faire partie de différents acteurs, mais ce n'est pas l'Algérie. L'Algérie oblige le Mali à discuter avec les djihadistes, les militaires et les civils. Et quand il y a eu la prise d'otage à l'époque, ils sont terminés, les observateurs, ils n'ont pas discuté, mais ils obligent le Mali à discuter avec les djihadistes. Mais c'est quoi? On ne peut pas laisser les affaires du Mali dans la main de l'Algérie, ça je ne crois pas. Non, je ne dis pas exactement ça. Par rapport à l'Algérie, je préfère vous répondre tout de suite. Ce que j'ai dit, il n'y a pas de solution au Mali sans l'Algérie, parce que la stratégie française consiste à isoler l'Algérie. Et si on joue ce jeu-là, c'est ce qu'on joue actuellement, et ça va nous poser des problèmes. Et de l'autre côté aussi, au début du mandat de IBK, IBK a été fortement courtisé par le Maroc. Le Maroc a même fait beaucoup de choses et le roi est venu séjourner longtemps au Maroc. Et quand il s'est posé le problème du Polisario au niveau de l'Union africaine, le Mali était tenté de soutenir la position du Maroc. Mais ce n'était pas possible. Je dis cela parce que moi, j'essaie de réfléchir froidement à la situation. On ne peut pas résoudre le problème du Nord sans l'Algérie. Mais tant que l'armée française est présente dans le nord du Mali, notamment à Tessalit, c'est à quelques kilomètres de la frontière algérienne, les Algériens ne peuvent pas être tranquilles. Donc, ils vont multiplier au maximum leur capacité de nuisance. C'est le Mali qui sera victime. C'est pourquoi je dis de manière lucide, les dirigeants maliens doivent prendre langue avec l'Algérie, discuter et négocier avec l'Algérie. Parce qu'au temps de Modibo, pourquoi on a pu vaincre la première rébellion? Parce que l'Algérie a coopéré. À l'époque, le Mali avait soutenu l'Algérie dans sa guerre d'indépendance, militairement, économiquement, diplomatiquement, etc. C'est le Mali même qui a parrainé l'entrée de l'Algérie aux Nations Unies. Bouteflika était basé à Gao. Donc, il y avait ce truc. Moi, je dis, si l'Algérie pousse ces djihadistes dans le nord du Mali, c'est parce que, aussi, il faudrait reconnaître de notre côté, nous n'avons pas été sérieux, nous ne sommes pas crédibles. L'attitude de l'Algérie est la conséquence du jeu de ATT avec la Libye de l'époque. ATT a beaucoup joué, il a joué d'ailleurs avec tout le monde. Et c'est pourquoi il a perdu de tous les côtés. Donc, il faut qu'on soit un État responsable et que les autres comprennent qu'on est un État responsable. Et c'est des négociations d'État à État.
On peut avoir l'Algérie de notre côté, mais à condition que ça se négocie, c'est des intérêts d'État. C'est vraiment pas du sentimentalisme. C'est pourquoi moi je dis, j'invite les Maliens à plus de réalisme parce qu'on ne peut pas mettre l'Algérie entre parenthèses. Elle a un poids militaire, économique et géostratégique par rapport au Mali. On est froidement obligé d'en tenir compte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être avec l'Algérie? C'est simplement ça ce que je dis. Donc on a intérêt à la solution des problèmes, en tout cas dans le nord du Mali, la sécurité, on ne peut rien résoudre sans l'Algérie. La preuve, on a créé le G5, etc. On a fait des tas de choses. La France est intervenue, ça ne règle pas le problème. C'est un problème auquel les Maliens doivent réfléchir et trouver la solution. C'est pourquoi je dis, la solution est peut-être dans le sens d'une alliance stratégique avec l'Algérie. Si ce sont les richesses minières qui sont dans le nord du Mali qui convoitent, pourquoi ne pas faire un partenariat avec l'Algérie? Modibo Keïta l'avait envisagé, créer une société commune d'exploitation des ressources du pétrole, du gaz, du truc. Toutes ces formules-là sont possibles. Donc, mais c'est un pouvoir politique responsable qui peut le faire. Et négocier. Oui. Parce que de l'autre côté, les Algériens ont conscience qu'ils ont en face d'eux un État qui n'est pas sérieux. Ça, c'est notre responsabilité aussi en tant que Maliens. Je pense que le jour où on sera sérieux, on pourra imposer aux autres de négocier sérieusement avec nous. C'est parce qu'on n'est pas sérieux que tout le monde se joue de nous. Donc je pense que ça, c'est important. En ce qui concerne donc le religieux, les attaques qu'il y a eu, les gens n'ont pas... La société civile, les politiques n'ont rien dit. À l'Assemblée, on n'a rien dit. Parce qu'en réalité, les politiques maliens, qu'est-ce qui les intéresse aujourd'hui? Moi, ce que je constate même dans les mobilisations, les gens, quand les religieux se mobilisent, tous les partis politiques appellent leurs militants, il faut aller. Ce qui les intéresse, c'est la lutte pour le pouvoir. Mais on se fiche pas mal des problèmes du pays. Le pays brûle, mais on s'en fout. On n'a jamais vu une prise de position pour dénoncer quoi que ce soit par rapport au meurtre. Rien, on ne fait rien. Et d'ailleurs, chaque fois que, même quand les jeunes protestent là contre la France, les partis politiques disent que la France est un pays ami. Ils ne vont jamais dans les mobilisations là, lorsqu'on va protester devant l'ambassade de France, parce que chacun de ces partis compte en sous-main sur un soutien de la France pour être au pouvoir. C'est ça la réalité des partis politiques maliens. En réalité, on n'a pas de parti politique digne de ce nom. C'est pourquoi les religieux sont au devant de la scène. Mais aussi, à terme, ce n'est pas quelque chose de fiable non plus. Il faut faire très attention. Je pense qu'il faut de la... Oui, alors, excuse-moi Roland, on est d'accord, on rentre dans les 10 dernières minutes pour finir ensemble. Je t'en prie Roland. Ma première question, c'est quelle est la vision du Mali du fait que dans le G5 Sahel, le Sénégal n'y est pas? Alors qu'il y a des soldats sénégalais partis effectivement à la Moussine. Qu'est-ce que ça signifie du point de vue du G5? Première question. Deuxième question. Le problème, c'est la France, la présence militaire française. Oui. Les religieux disent que les Français dehors. S'il n'y a pas de force démocratique au Mali, vous soutenez cette position-là, les religieux vont finir par l'emporter. Les religieux vont finir par l'emporter. Oui, bien sûr. Parce que c'est clair, le Nigeria n'a pas eu besoin de l'armée française pour écraser Boko Haram. Bien sûr. Boko Haram ne plus du territoire nigérien. Donc, à un moment donné, une partie du territoire est occupée par Boko Haram. Mais l'armée nigériane a réglé ça. De la même manière qu'au Cameroun. L'armée camerounaise a réglé la question de Boko Haram. Bien sûr. Boko Haram est réglé à quoi? Pour ceux qui font en Mali. Bien sûr. Ce que les djihadistes terroristes font à Mali, à savoir le Bataclan, c'est ce qu'ils font au Nigeria, c'est ce qu'ils font, ils sont réglés à ça aujourd'hui. Donc je pense que la vraie question, c'est Barkhane. Vous savez, Barkhane, c'est quoi? Tu as défini tout à l'heure le Serval, qui vise partout la éliminer son territoire. Barkhane,
C'est les dunes de sable. Les dunes de sable, oui, absolument. Dans le désert, absolument, absolument. Ça veut dire que l'armée française peut se balader dans tout le Sahel et le Sahara, qui va du Patriboire du Mali jusqu'en Centrafrique aujourd'hui. C'est ça la paix. Absolument. La paix équatoriale. Absolument. Absolument. Dernier point, dernière question pour moi. C'est la question effectivement de où en est le front des peuples du Mali. Où en est le front des peuples du Mali? Le Mali quand même a été le terroir où a été organisé pendant des années et des années. Le front des peuples. Alors, c'était la dernière question de Roland. Il y a une question et une autre, hein? Voilà. Okay. Allez-y. Bien, je remercie le professeur Gégaï de nous avoir boxé un peu la situation sous le Mali. Mais, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais vous poser quelques questions. 1. La révolution de 1991 a été faite par les démocrates, et tous ces démocrates qui ont eu le pouvoir avec Alpha, et puis avec ATT, se sont dissous complètement dans la masse, sans pouvoir faire le travail qu'ils avaient préparé en amont ici, à travers soit la SMEL, soit la FEAM, soit le Comité de défense des libertés démocratiques, ou encore le Parti du travail. Comment se fait-il que tous ces démocrates, ces patriotes, qui voulaient lutter réellement pour les changements démocratiques, se sont fait avoir comme ça par d'autres personnes, soit militaires ou autres? Ça, c'est la première question. La deuxième question, actuellement, est-ce que le Mali n'est pas partagé? Parce que le Nord, maintenant, on n'en parle plus. Depuis qu'il y a les problèmes du centre, le Nord, on n'en parle plus. Et tous les engins de terrassement de tout ce qui s'ensuit transitent vers là-bas, je ne sais pas pourquoi faire. Donc, la souveraineté malienne échappe à beaucoup de parties du Mali. En premier lieu, Kidal. Kidal, tout dernièrement, la CMA a pris un arrêté pour imposer la charia dans leur zone et imposer des cartes de séjour aux étrangers, peut-être pas aux Maliens, mais en tout cas pour des cartes de séjour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils échappent complètement à l'autorité centrale. Bien que Berkane, bien que l'administration, bien que le G5, tous ces militaires sont là et tout ça se passe et l'État malien close. Ce qui se traduit par le fait que les militaires maliens faiblissent de plus en plus. Bien qu'il y ait des formations de l'Union européenne, à Blucoro, à gauche, à droite, ainsi de suite, et avec les camps qui sont attaqués à Doura, etc., ça veut dire quoi en fait? Donc l'autorité malienne, l'État malien, est de moins en moins présente dans, en tout cas, une bonne partie du centre. J'en veux pour preuve. J'y viens de quitter il n'y a pas moins de mois. Je vais dans mon village. Vous quittez Bamako, à part Ségou, où il y a les camps militaires, etc., vous arrivez jusqu'à Borti, il n'y a pas de présence militaire. Donc ça veut dire quoi? Et tout ce vide est remplacé par quoi? Par ces djihadistes, par ces trucs de Koufa et sécurité. La preuve est qu'en 2010, où j'étais, il y avait très peu de ces mouvements, etc. Maintenant, ils sont en train, en sous-main, d'amadouer les populations, faire des actions sociales. Tu vois, toi, des voiles à gauche, à droite, ainsi de suite. Ce qui fait que l'État ne compte plus. On n'a plus de sous-préfet, on n'a plus de préfet, ils sont tous fluides. Donc, ce qui veut dire quoi? Les religieux prennent le pas. Et ce qui se traduit par le meeting géant de Bamou-Boutico. Pourquoi? Parce que on va croire beaucoup plus à ce que disent ces religieux. Parce qu'on les promet le paradis au-delà. Le talibé, il va toujours croire à son chèque, à son machin, etc. Alors que les partis politiques se sont tous mis dans la compromission. Depuis Alpha, depuis la révolution de 91, qu'a fait l'ADEMA, qui avait le pouvoir le tout puissant, finalement, se sont tous dilués. C'est devenu des milliardaires. Un enseignant qui n'avait qu'une moto se retrouve avec 4 ou 5 villas, avec des châteaux, etc. Comment voulez-vous que les populations puissent croire ces partis politiques? Donc, ils ont tous évolué dans le mauvais sens, et du fait que les puissants, les partis politiques, les religieux ont pris le pouvoir d'une certaine manière ou d'une autre. Aujourd'hui, Diko
et le shérif de Nioro, quand ils parlent, on les écoute. Quand les présidents de l'ADEMA ou de l'UAD parlent, on les écoute beaucoup moins. Voilà un petit peu la synthèse. Et pourtant, ce sont les mêmes acteurs. Si je prends même Ibeka sans le nommer, je l'ai connu à Paris. Ils ont tous été mouvements, RSMF, etc. On va tous brûler, on va tous faire je ne sais pas quoi. Mais comment se fait-il, ça se fait? Peut-être j'ai peu d'éléments d'analyse de la situation socio-économique sur place. Mais la montée des religieux et le fait qu'on les écoute de plus en plus n'est pas fortuit. Merci. Et donc, la dernière question dans cette gerbe de questions à laquelle tu répondras avec ta concision coutumière. Allez-y. Dans l'opinion publique française aujourd'hui, la présence militaire africaine est présentée comme... Présence militaire française ou africaine? Française. Française, que vous voulez dire? La présence militaire française. Oui. La présence militaire française en Afrique, et plus particulièrement au Mali et dans la zone sahélienne, elle est présentée comme, je dirais, un combat contre le terrorisme qui a frappé la France, qui a frappé plusieurs pays, etc. C'est-à-dire qu'il y a une forme de légitimation aujourd'hui de cette présence française, de militaires français, par justement, on va aller éradiquer le terrorisme en Afrique. Ce terrorisme qui risque de continuer à déstabiliser, à tuer des personnes en Occident et particulièrement ici par exemple en France. Moi, ma question, est-ce que les bases militaires françaises au Mali, que vous avez évoquées, il y a des bases qui existaient pendant la période coloniale. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la France a pu reconquérir ces bases militaires, occuper le terrain, allant de la Mauritanie jusqu'au Tchad? Et par rapport au Mali, je dirais, vous avez bien dit que lorsqu'il y a eu l'opération Serval est venue en fait confirmer une réalité, parce que la France n'est pas partie, la France était là. La France était là. Alors, aujourd'hui, les avions militaires français peuvent partir de France directement sur leur base militaire. Le président même peut quitter la France pour aller dans une base militaire. Absolument. Sans passer par Bamako. Sans passer par Bamako. Alors, tu dis, où est l'État malien? Où est la souveraineté de l'État malien? Bien. Tu as 2 minutes. Rapidement, par rapport aux échanges, pourquoi il n'y a pas le Sénégal? Le Sénégal, c'est la Mauritanie qui ne voulait pas. Mais la France a essayé de pousser le Sénégal dedans. Mais il y a des troupes, je dis entre autres, il y a des troupes sénégalaises sur le terrain au Mali. Mais la Mauritanie n'en veut pas parce que je pense aussi que il y a une confusion française. La Mauritanie est un pion essentiel dans la stratégie française dans la sous-région, à plusieurs titres. Et c'est pourquoi la France a tout fait pour que la Mauritanie, c'est aujourd'hui la Mauritanie qui occupe le poste d'état-major, de chef d'état-major du G5. Mais ce qui est curieux dedans, c'est qu'en même temps, on écarte aussi l'Algérie. Et la situation devient ingérable. Le G5 ne progresse pas. Et la France dit aussi aux pays africains, bon, il n'y a pas d'argent. Il faudrait que chacun amène des sous. Bon, en réalité, dans cette histoire-là, on est en train de sous-traiter cette guerre. La France n'a pas les moyens financiers de ses ambitions dans la zone, donc elle est en train de sous-traiter ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la contribution française dont on parle, elle évalue ça en équipement, et les équipements qui sont donnés ont un coût d'entretien énorme pour le budget de l'armée française. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Mais en même temps, pour faire la liaison avec la légitimation de la présence française, en même temps, on a mis dans la tête des Africains que nous sommes incapables d'assurer notre sécurité sans la France.
et que l'armée malienne là ne vaut pas un clou. L'armée malienne ne vaut pas un clou, donc on va avoir l'armée française à perpétuité dans notre pays. Parce que l'armée n'est pas un clou, ne vaut pas un clou. Pourquoi l'armée ne vaut pas un clou? Il faut dire, il y a eu des programmes d'ajustement structurel qu'on a mis en place depuis des années pour casser cette armée, même pour casser l'État malien. Pourquoi il n'y a pas d'État malien aujourd'hui? Il y a eu des politiques qui ont été mises en place pour affaiblir l'État malien au maximum. Et je rappelle aux gens, quand il y a eu Sanogo, on avait commandé des armes. Ces armes-là, une partie de ces armes sont venues, on les a bloquées en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans les ports de Conakry, sur instruction de la France. Et les équipements militaires maliens qu'ils avaient, les fameux orgues de Staline qu'ils avaient, c'est l'armée française qui a détruit ça, ce stock-là au Mali, en disant c'est obsolète. Mais ce sont les Russes qui nous ont vendu ce matériel. Pourquoi on n'a pas appelé d'experts russes pour les évaluer? Mais l'armée française a ramassé tout ça pour aller les détruire. Or, on connaît l'efficacité de ces fameuses orgues de Staline au niveau de l'artillerie. Donc ça veut dire qu'il y a des facteurs qui ont été mis en place pour affaiblir le Mali au maximum. Quand vous allez aujourd'hui au Mali, je parlais de plan militaire, mais le plan économique, c'est quoi? On sent, il y a Total partout. Les banques maliennes, c'est des banques françaises. Le téléphone, l'eau, l'électricité, c'est contrôlé par la France, c'est des sociétés françaises. Il y a toute l'économie est retombée dans les mains de France. Le port sec de Bamako, c'est-à-dire tout ce qui importe, tout ce qui rentre au Mali, tout ce qui sort, est contrôlé par Bolloré. Donc ça veut dire que c'est un pays qui n'a aucune souveraineté. Donc, il y a, pour répondre à la question des démocrates, c'est simplement parce que les démocrates ont trahi, moi je le dis dans le livre, il y a eu une série de trahisons qui explique comment ce mouvement-là, qui était monté, s'est effondré. Il n'y a qu'à voir certains ténors de ce mouvement aussi qui sont devenus des ultra-libéraux. Ça, je ne vous cite pas de nom, vous en connaissez les trucs. Pour répondre au Forum des peuples, il y a une structure qui vivote, mais qui a perdu son élan. Parce que, j'allais dire, il y a des opportunistes qui ont réussi à s'occuper. Ça, c'est encore de notre faute. Quand les éléments sains qui étaient dans ce mouvement et qui assumaient la direction de ce mouvement ont été écartés au profit d'opportunistes. Donc les gens sont en train simplement de courir après des bailleurs de fonds pour tenir chaque année le Forum des peuples. Mais c'est vidé de son contenu, absolument vidé de son contenu. Partition de fait du pays, c'est une partition de fait qu'on veut officialiser avec le référendum constitutionnel qu'on est en train de nous imposer. Mais ça va conduire à... Moi, je dis qu'il y a une stratégie. Le désordre au centre, c'est pour faire oublier ce qu'on est en train de tramer au nord. Ce qu'on est en train de tramer au nord est plus grand. Moi, je dis, pourquoi je parle d'une palestinisation du Sahel et la création d'un Sahara blanc composé uniquement de Touaregs minoritaires, et puis donc qui vont surveiller les richesses minières qui sont convoitées, et puis en même temps qui vont être une sorte de barrière blanche pour donc pour protéger l'Europe des vagues d'immigration des populations noires du Sud. Donc il y a des stratégies qui sont en cours de route, et la multiplication des bases françaises, c'est une stratégie. J'ai dit, ça ne date pas. L'intervention française ne date pas. Il y a une stratégie française d'occupation du terrain. Les Américains avaient la même stratégie. Mais il y a un partage du travail qui se fait. Donc, dans le cadre de l'OTAN, les Américains laissent les Français sous-traiter la question, comme dans le cas de la Libye, mais ils sont derrière. Parce que sans eux, donc, la France n'a pas les moyens militaires de ses ambitions. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui est fondamental? Il y a une alternative à construire de la part des peuples. C'est pourquoi je dirais à notre camarade, moi je suis un incorrigible optimiste.
C'est ce qui fait que je reste présent sur ce front de la lutte, en disant que nous avons un devoir de génération. Vraiment, la situation est difficile, elle se complique. Mais nous ne pouvons pas nous dérober. Il faut s'aimer dans la conscience de la jeunesse cette résistance-là que certains d'entre nous ont pu mener depuis des années. C'est le sens de notre vie. Je pense qu'il faudrait qu'on continue à aller sur ça. Et il faudrait en même temps aussi faire en sorte comment créer des solidarités fortes à l'échelle internationale. Parce que ça aussi, si on a pu aller aux indépendances, je dis souvent, c'est parce que d'abord, il y a eu des solidarités fortes, hein, même parmi les agents de l'administration coloniale. Il y a eu des fonctionnaires, par exemple, dans le cas du Mali français, des enseignants français qui étaient dans les mouvements de gauche, qui ont aidé à former des militants maliens, sur le plan politique, sur le plan syndical, et qui ont contribué à l'essor des luttes politiques au Mali. Je pense que nous devrions un peu arriver à retisser ces liens-là de solidarité, pour qu'ici, ceux qui sont ici comprennent que les luttes que nous menons là-bas aident aussi à faire avancer les luttes qui se mènent ici. Les luttes qui se font ici constituent aussi un rapport à ce qui se passe. Et deuxièmement, je dis souvent au Mali, aujourd'hui, on a à l'étape du RDA, c'est un pays complètement colonisé. Et c'est pourquoi dans un des articles, je dis, peut-être la lutte de libération nationale est une lutte nouvelle est une lutte à reprendre au Mali. C'est une question stratégique. Je dis, le RDA avait tracé le chemin, il faudrait s'en inspirer. Pourquoi? Parce que chacun de nos pays pris isolément n'a aucune chance de s'en sortir. C'est pourquoi les constructions d'alternatives politiques isolées par pays, moi je n'y crois pas beaucoup. Essayons de bâtir à l'échelle sous-régionale et d'agrandir. Le RDA est un grand parti africain. Hein. Jusqu'à dans l'Afrique centrale, il y avait le RDA. Pourquoi les militants politiques africains ne se donneront pas la main pour créer une dynamique à l'échelle sous-régionale, en tout cas de certains pays? C'est pourquoi donc, c'est une tâche qui nous incombe. Donc, expliquer aux jeunes ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe aujourd'hui, et quelles sont les alternatives à construire, et quelles sont les solidarités à bâtir à l'échelle internationale. Moi, je pense que c'est notre devoir de génération, et on ne peut pas se dérober. Merci. Moi, je vais donner deux informations très rapides. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes présentes et remercier les différentes associations qui ont contribué à effectivement faire en sorte que cette présence soit assurée et que cette soirée soit réussie. Pour les personnes qui seraient intéressées par les livres de Issa, ils sont évidemment en vente donc sur la table qui est au fond de la salle. Et d'autre part, j'en profite aussi pour vous signaler que l'association Corinth, Michel, sa présidente, moi-même et Jacqueline, nous allons profiter à notre petit niveau, de la dynamique de l'île qui pense beaucoup Eldorado ces temps-ci, hein, le pays où il suffit effectivement de se ramasser pour trouver de l'or et nos rêves. Alors, à partir de notre expérience donc au Mali, notamment dans les régions minières de l'Ouest malien, et autour d'un film qui est un docu-action que nous avons donc produit, nous allons dans la première moitié du mois de juin, ici même, organiser une soirée, en gros sur le thème « L'or ne brille pas pour tout le monde ». Donc, nous allons mettre en place les schémas de communication qui vous parviendront, je l'espère. Je vous souhaite une bonne soirée, grand merci pour votre venue. Et on reste sur l'optimisme historique final que Issa nous a effectivement invité à partager. Merci encore. Merci. Nous avons des
amis communs. Oui. Mais vous avez parlé de l'USRDA. Amadou Djibroni était un grand ami. Ainsi que et de Sadia. Je les ai connus quand ils étaient en prison. Et mon logeur actuellement, quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Mamadou Bamoufoué. Donc il me dit, c'est mon petit frère. D'accord. Voilà. Je suis très contente de faire votre connaissance. J'avais dit que vous veniez parler, que j'irais vous écouter. Il m'a vivement encouragé à venir vous écouter. Je vais acheter le livre, un vrai volet d'éducation. Oui, il n'y a pas de